Après 3 jours de balade d'affilée dans l'arène politique, votre débat pour ce numéro-ci vous conduit au cœur du système éducatif béninois. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le vent de dégel de la crise qui, depuis quelques semaines, s'est emparé de bien des secteurs stratégiques, la justice, la santé, pour ne citer que cela n'aura pas encore pris la direction du très névralgique secteur de l'éducation. Le mouvement de débrayage y bat toujours son plein, ponctué de marches pacifiques, de protestations et de sit-in. La dernière en date, celle du Conaré, initiée le 20 février, sans compter celle prévue pour le 23 février, sur initiative, cette fois-ci, du Front pour l'éducation. Et pourtant, le dialogue entre les deux parties, l'État béninois et les partenaires sociaux au niveau de l'éducation, est relancé de plus belle. Mais pourquoi alors ces bruits de bottes persistants? Et à quand le retour à l'accalmie appelé de tous vœux de part et d'autre? Ce sont là, entre autres préoccupations, mesdames, messieurs, à passer au peigne fin au cours de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Thème du jour, fraude sociale dans le secteur de l'éducation au Bénin, l'impasse ou bientôt le bout du tunnel. Deux acteurs du système éducatif pour apporter les éléments d'appréciation subséquents. Mais avant, la revue de presse. Il aura une fois encore scruté la une des journaux pour nous. Kodovi Ametonou, déjà prêt à nous livrer la substance de sa moisson. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Etodi, bonjour également à nos amis qui nous suivent. J'imagine, les journaux n'ont pas passé outre cette préoccupation des acteurs de l'éducation, tellement beaucoup se demandent à quand le dégel de ce côté-là. Oui, tout à fait. Les canards, effectivement, l'ont rappelé, la rendent pour les négociations, peut-être la fin, cette fois, avec gouvernement et syndicats, c'est annoncé également. Et les canards sont revenus largement sur cette rencontre, peut-être la dernière chance pour sauver l'année scolaire en cours. Merci que tu viens. Maintenant, on vous laisse tout le plateau. Merci. Donc on démarre avec la lutte contre la corruption à la une du journal La Dépêche, moralisation de la vie publique. Corruption, une lutte à deux vitesses. Vous avez la photo illustrative du chef de l'État qui en même temps a sur une moto et dans sa voiture bolide. Fraude sociale dans l'éducation. Les enseignants élisent domicile au ministère du Plan demain. Et puis, suite aux affrontements mortels à Agbanizou, une délégation gouvernementale apaise population et Bouvier transhumant. Le journal La Nouvelle Tribune cette fois. Poursuite judiciaire dans la lutte contre la corruption. Des rapports mal ficelés, des mises en cause accusées sans audition. Et puis, affaire dite de faux médicaments, le procès reporté au 6 mars, les grossistes maintenus en prison. Vous avez le journal L'Afrique en marche, cette fois, gestion des entreprises publiques sous le régime défunt, 2SDG, CNCB recherchés par la BEF déjà en exil, s'exclame le quotidien. Et puis, affaire faux médicaments, voici les nouveaux prisonniers du nouveau départ. Médiation au Togo, le Bénin s'est éclipsé. Vous avez le journal Le Nouvel Observateur, dialogue social au Bénin. Patrice Talon doit apprendre du président Mathieu Kérékou dans le cadre du dégel de la crise sociale ironisé. À nouveau ce jeudi, le rendez-vous du gouvernement syndicat. Et puis, face donc à la démocratie béninoise en danger, la pétition de la société civile pour sauver l'Alépi. Matin libre cette fois pour terminer. Affaire Atao médicaments falsifiés, tous les grossistes interpellés en prison. Le juge renvoie donc le dossier au 6 mars. Et puis vous avez donc un certain Fernand Baguidi qui serait intouchable dans cette affaire. Concertation pour le dialogue social. Gouvernement et syndicats se retrouvent ce jour. Pendant ce temps, les grèves maintenues dans l'enseignement. Joël Etodi. Et puis non-désignation des membres du COSLEPI par l'Assemblée nationale. Victor Topa nous préconise, indignez-vous. Merci à vous, Kodovi. À maintenant, mais vous, ce matin, vous n'allez pas vous indigner face à nos téléspectateurs. Non, un petit coin d'œil par rapport à ce titre, mais je vais peut-être vous surprendre. C'est La Dépêche qui retient mon attention. Un fait dont on ne parle pas suffisamment au Bénin, mais qui quand même fait assez de dégâts. Il s'agit de la transhumance et le bras de fer entre cultivateurs et bouviers.
Oui, c'est pas seulement le Bénin qui en souffre. Vous savez que la plupart du temps, Sika TV fait ses reportages dans la région nigériane ou dans le cadre de du pâturage, beaucoup plus pour leurs animaux. Les bouviers n'hésitent donc pas à prendre d'assaut les champs des agriculteurs. Et donc le phénomène est légion également au Bénin. À partir d'une certaine période de l'année, à partir du mois de novembre, beaucoup plus. Les bouviers aussi du Burkina Faso, du Niger et comme du Mali également prennent d'assaut donc les régions béninoises, les côtes où il y a beaucoup plus de l'herbe à nourrir. Leur élevage donc à partir de cet instant, puisque les animaux n'ont pas forcément la raison, ils n'épargnent pas la culture des paysans. Mais le drame ici au Bénin, c'est beaucoup plus quand les peuls transhumants s'en prennent aux populations, surtout les agriculteurs. On en arrive donc à charcuter des gens, à tirer à bout portant sur des paisibles populations. Le cas d'Agbanizou est frappant, plus de 6 morts. Je crois que c'est suffisamment grave. Des animaux ont été également tués, des hommes ont été blessés, mais on dénombre au moins 6 morts, aussi bien dans le rang des peuls transhumants que des agriculteurs. Je crois que ça pose problème. Et si le gouvernement, pour une fois, s'est dépêché donc, dans la région pour apaiser les populations et en même temps les bouviers, je crois que c'est à saluer. Mais il urge aujourd'hui qu'on trouve définitivement une solution à cette crise, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il paraît que à l'intérieur, il y a ceux-là qui participent donc à faire venir donc ces peuls transhumants et qui prennent de l'argent. Il y a des passeurs qui encouragent. Il y a des couloirs de transhumance qui sont tracés, mais ces couloirs ne sont jamais respectés. Et il y a des maires de ces communes-là qui participent donc à alimenter la transhumance. Et là, heureux de savoir qu'au devis, maintenant que les autorités entendent désormais prendre leurs responsabilités. Oui. De l'autre côté, pas loin du Bénin, je veux parler du Togo, il y a des chefs d'État qui sont désormais au chevet du Togo pour une sortie de crise définitivement. Ouais, mais dit-on, à travers votre une, il y a une grande absence. Oui, c'est l'absence remarquée du président béninois Patrice Talon qui, à un moment donné, au détour d'un voyage par le Ghana, a fait escale à Lomé et a pensé qu'il est donc le médiateur désigné de la crise togolaise. Et il a dit, avec son tantamar de médias, on l'avait appris, c'est Ansourdine qui travaille donc à apaiser cette crise togolaise, mais malheureusement, au grand jour où on attend les acteurs pour la facilitation donc de ce dialogue et participer donc à un certain dégel au niveau donc de la crise sociale et politique que traverse le Togo, malheureusement, on ne voit même plus en filigrane le Bénin passer. En tout cas, comme on dit dans un jargon habituel par ici, le serpent qui est entré dans la cour, tuez pas la femme ou l'homme pourvu que le serpent meure, pourvu que la calmie revienne au Togo. Quand je viens maintenant, merci, mesdames, messieurs, c'est tout pour l'instant. Revue des titres du jour. On se donne rendez-vous demain avec toujours le même plaisir. Après 3 jours de balade d'affilée dans l'arène politique, votre émission Débat pour ce numéro-ci vous conduit au cœur du système éducatif béninois. Mesdames, messieurs, bienvenue. Le vent de dégel de la crise qui, depuis quelques semaines, s'est emparé de bien des secteurs stratégiques, la santé, la justice, pour ne citer que cela, n'aura pas encore pris la direction du très névralgique secteur de l'éducation. Le mouvement de débrayage y bat toujours son plein, ponctué de marches pacifiques de protestation et de sit-in. La dernière en date, celle du Conaré, initiée le 20 février, sans compter celle prévue pour le 23 février sur initiative, cette fois-ci, du Front pour l'éducation. Et pourtant, le dialogue entre les deux parties, l'État et les partenaires sociaux, est relancé de plus belle. Pourquoi alors ces bruits de bottes persistants? Et à quand le retour à la calmie appelée de tout vœu de part et d'autre? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres préoccupations à passer au peigne fin au cours de ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Thème du jour, fronde sociale dans le secteur de l'éducation au Bénin, l'impasse ou bientôt le bout du tunnel. Qui mieux que les acteurs concernés pour nous édifier. Ils sont déjà en notre compagnie et déjà la présentation avec Gildas Herman Bossou, à ma gauche donc, secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et assimilée de la CSA Bénin. Herman Bossou est secrétaire administratif du bureau exécutif national du Fondation des syndicats de l'éducation. Gildas Herman Bossou, bonjour. Et merci de nous rejoindre. Tout le plaisir pour moi. Comment est le moral? Très haut.
Très haut. Ok. En face de vous, un compagnon de lutte. Lui, Jean-Eudes Tomawa, il est le secrétaire général adjoint au niveau du département du littoral du syndicat des enseignants contractuels et permanents du Bénin, SNEC-CP Bénin, membre de la FESEN-CSTB. Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci aussi pour la disponibilité. C'est à moi le plaisir. Ce n'est pas évident parce qu'il faut être en permanence au front, la mobilisation et pour éviter la démobilisation. Tout ceci doit être aussi compliqué à faire passer ces temps-ci. Hein? Très compliqué. La grève nous prend plus de temps que si on était en activité. La grève vous prend plus de temps que si vous êtes en activité. Pourtant, on n'en a pas l'air. C'est effectif? C'est bien le cas. C'est bien le cas. En tout cas, ils sont là et donnent en permanence de la voix pour, disent-ils, rien que les intérêts directs, pour ne pas dire le droit. Et aujourd'hui, principale pomme de discorde, les arrêtés relatifs au statut particulier des enseignants. Gildas Eman Possou, que se passe-t-il à ce niveau quand on sait que le dialogue est relancé de plus belle et que les autorités ont officiellement manifesté leur disponibilité à vous donner amplement satisfaction? Merci, monsieur le journaliste. Il faut signaler tout de suite qu'effectivement, le dialogue a été relancé depuis le 5 février dernier et qu'à ce titre-là, les confédérations et centrales syndicales étaient dans la grande commission avec le gouvernement. Et donc, les arrêtés d'application des statuts particuliers ont été mis sur tapis et il a été décidé, au terme de leur séance, qu'une commission soit mise sur pied, présidée par le ministre de l'économie et des finances, pour réévaluer l'incidence financière des 8 premiers projets d'arrêté d'application dont l'incidence avait déjà été calculée par des commissions interministérielles mises sur pied dans les ministères sectoriels. Et ensuite, il a été signalé que l'arrêté portant indexation des salaires des enseignants n'avait pas connu une première évaluation de l'incidence financière et donc les confédérations ont attiré l'attention du gouvernement dessus. Donc il fallait prendre aussi cet arrêté et, histoire de permettre à la grande commission, à la commission interministérielle mise sur pied, d'étudier aussi, de faire des propositions par rapport à cela. Mais nous constatons que la commission ayant travaillé et ayant déposé son rapport depuis le 13 février dernier, nous avons constaté malheureusement que cet arrêté portant indexation n'a pas été abordé, n'a pas été pris, n'a pas été évalué. Et concernant les 8 projets d'arrêté qui avaient été déjà étudiés, on n'a pas les résultats concrets par rapport à ces arrêtés-là. Tout ce que nous savons, c'est que cette commission a eu à faire des simulations par rapport à ce qui se fait déjà au niveau du pays et au niveau d'autres secteurs à l'extérieur du pays. Des simulations ont été faites. Donc, ces simulations allaient de 5% jusqu'à 25%. On va apprécier le contenu tout à l'heure. Voilà. Mais le constat est là. Le constat est là que rien n'a bougé jusqu'à présent. Les ministres sectoriels nous ont fait les points, mais on a constaté que rien n'a évolué. Rien n'a évolué parce que, en lieu et place de ces arrêtés d'application, ce sont des forfaits qui nous ont été proposés. Donc, ça ne tenait on va apprécier le contenu tout à l'heure. Je me retourne vers vous, Jean-Eudes. Je suis un peu peiné de poser la même question. Peiné simplement parce que, à votre niveau, vous êtes carrément passé déjà à 96 heures. Alors qu'on s'attendait, une fois la reprise des négociations annoncée déjà, on s'est dit, ben voilà, cela viendra tout au moins à 48 heures. Parce que le gouvernement l'a dit, il y aura cette fois-ci du concret au cours des échanges. Mais vous êtes allé directement à 96 heures, vous avez bloqué le tableau, comme on dit. Et on se demande ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Vous avez fait ce choix pour ensuite lever directement votre motion comme ça se susurre. Que se passe-t-il exactement, vous, à votre niveau? Lorsque vous êtes en grève et que la motion passe à 96 heures, c'est pour dire au gouvernement que sa mauvaise foi continue de planer sur les travailleurs. Et ce n'est pas fait pour vous donner un peu de repos après avoir parcouru, sillonné les salles de classe et autres, comme certains le disent, mais c'est pour dire que vous n'êtes pas content aussi. La grève, c'est un cas spécial.
c'est pas que nous allons en grève de gaieté de cœur. J'ai bien envie de travailler. Parce que quand nous revenons de la grève, il y a trop de dégâts. Mais le gouvernement nous oblige. Et nous sommes à 96 heures pour lui dire, Monsieur le Président, Messieurs les membres du gouvernement, enfin appliquez les mesures du statut particulier. Le chef d'État a donné carte blanche à ses ministres et il a dit officiellement qu'ils ont plein pouvoir pour faire avancer les travaux. Et à raison, il a signifié que la rencontre avec les responsables des centrales et des confédérations n'était pas pour vraiment régler les problèmes. Mais ceux qui ont été mandatés vont pouvoir le faire. Et déjà au moins 2 rencontres. Vous n'allez pas dire que de ces 2 rencontres, rien n'a été fait de façon substantielle. Bon, la substance, chacun l'apprécie suivant sa position. C'est vrai, le ministre en charge du secteur de l'enseignement secondaire a fait des propositions, représentant bien sûr la proposition du gouvernement. Nous lui avons dit que les enseignants ne sont pas à ce prix. Appliquer les dispositions du statut particulier ne revient pas à nous donner des forfaits. Comment on peut dire toute une année, tu auras 4 000 francs pour la prime de craie, 5 000 francs pour la prime d'équipement et de bibliothèque. C'est quand même toute une année, 5 000 par an. C'est dire que le gouvernement qui a placé le secteur éducatif au point fort de son PAG ne veut quand même pas régler ce problème. Le président, lors de sa campagne, en tant que candidat, l'a martelé dans son projet de société. À la page 18, il nous a dit « Je vais faire adopter le statut particulier des enseignants, de la maternelle, du primaire et du secondaire. » Nous avons constaté que dans son PAG, c'est au niveau de l'A5, le président l'a fait encore cas pour dire adoption du statut particulier. L'adoption du statut particulier, d'abord le nom dit particulier, pour dire vous serez traité à part, de façon spécifique. Et pour le chef de l'État, c'est 4 000 francs l'an. C'est le traitement du statut particulier. Et nous sommes désolés, nous lui avons dit que nous ne sommes pas encore prêts à demander aux travailleurs de reprendre. Mme Possou, c'est vrai, c'est ce qui a été fait actuellement et vous-même avez utilisé l'expression forfaitaire. Alors, lorsqu'on a beaucoup demandé et qu'en face, il y a déjà une matérialisation d'une volonté d'accompagner. Pour un chef qui a expliqué aussi la situation financière actuelle du pays et qui a de grands rêves, n'est-ce pas déjà, je dirais pas suffisant, mais important pour tout au moins suspendre les mouvements de débrayage? Merci beaucoup pour cette question importante. Il a été dit au Palais le 6 février dernier que lorsque la commission interministérielle présidée par le ministre des Finances va finir ses travaux, les résultats de ces travaux seront versés à la grande commission de négociation. Et alors, cette commission va examiner les propositions qui ont été faites, donc les différentes simulations qui ont été faites, et parvenir à un accord. Et dès qu'un consensus sera réalisé entre le gouvernement et les partenaires sociaux, alors le chef de l'État a pris l'engagement de respecter, d'appliquer ce qui serait issu de ce consensus-là. Tout à fait. Mais ce que nous avons constaté, c'est que du retour de la commission interministérielle, beaucoup de simulations ont été faites. Nous, on avait proposé 25%, donc des simulations de 5%, 10%, 15% et 25% ont été effectivement faites. Et par rapport à ces simulations, l'État sait à quoi s'en tenir. C'est-à-dire, un éventail assez large a été donné au gouvernement afin qu'il puisse choisir et pouvoir résoudre effectivement les problèmes des enseignants. Et une communication a été élaborée qui a été introduite en Conseil des ministres. Alors, du retour de ces travaux-là, toutes les simulations qui ont été faites par la commission ont été mises de côté. Mises de côté? Oui, ont été mises de côté. Les simulations dont je viens de vous parler ont été carrément mises de côté. Et alors, il a été proposé des forfaits se targuant de ce que le gouvernement n'a pas les moyens et que, le budget est déjà en cours d'exécution. Alors là, comme il n'y a pas de moyens, il va falloir que nous acceptions qu'on nous accorde quelques forfaits.
et que, bon, qu'on s'en tienne à cela. Et que dans une disposition moratoire, nous puissions accepter que 3 ans après, donc après leur départ, que nous puissions nous asseoir maintenant pour évaluer. Non, ça, je veux comprendre. Ouais. Au cours de la négociation, Ouais. il vous a clairement été notifié d'attendre 3 ans après. Voilà, il nous Soit a la été- fin du mandat. La fin du régime. mandat, voilà. Il nous a Sérieux? été dit, sérieusement, le ministre de l'enseignement secondaire nous a dit de façon sérieuse que voilà, il n'y a pas les moyens maintenant et donc certaines primes seront payées au mois de novembre, donc on ne peut même pas avoir ça maintenant, donc au mois de novembre, et d'autres seront payées au mois de mars de l'année prochaine. Et que dès que nous allons parvenir à un accord par rapport à ce qu'il nous propose là, par rapport à ce que le gouvernement nous propose là, que nous allons alors prendre des engagements pour que, dans une disposition moratoire, nous puissions accorder 3 ans au gouvernement, histoire de revenir dessus après pour évaluer. Je vous rappelle que ces forfaits dont nous parlons, on nous parle de la prime de craie. Donc, si un enseignant, en inhalant la craie, tombe malade finalement et va à l'hôpital, on dit qu'on lui offre 4 000 francs par an pour pouvoir se soigner. On dit que pour la prime... Donc, votre confrère a restitué exactement. Oui, mais il a restitué exactement. Et lorsque... 4 000 francs le mois? Non, 4 000 francs par an. Or, dans la commission, aucune proposition de prime annuelle n'a été faite. Mais eux, ils nous ont parlé maintenant d'annualité. Donc, par rapport à la prime de craie, voilà ce qui en est. Par rapport à la prime de risque, ils ont dit, nous on a réclamé 25% du salaire indiciaire brut, mais ils nous ont dit que l'État payait déjà 4 000 francs de prime de risque et que c'est déjà sur nos fiches de paye. Et que donc, par rapport à cette prime-là, on met ça de côté carrément. Par rapport à l'indemnité de l'allocation pour la documentation et l'équipement, alors là, on nous dit que nous allons avoir 5 000 francs par an. Donc, les documents qu'un enseignant peut avoir aujourd'hui pour faire correctement son travail s'évalue par l'État béninois à 5 000 francs l'an. Voilà quelques exemples vraiment qui fâchent les enseignants. Par rapport à la prime de qualification des conseillers pédagogiques et des inspecteurs, on dit dans ce cas-là que bon, le conseiller pédagogique qui a une mission assez lourde sera à 2 000 francs par mois pour sa prime de qualification et que l'inspecteur sera à 3 000 francs le mois pour son travail, l'inspecteur. Donc voilà un peu les propositions qui ont été jetées à la figure, mais nous croyons sincèrement que c'était un ballon d'essai, juste pour voir un peu quelle sera la réaction des enseignants avant que la commission ne siège. Parce que c'est aujourd'hui que la commission siège en réalité. Donc ce ballon a été lancé pour voir comment les enseignants allaient prendre ça. Alors, je vais déjà savoir, là-dessus, quelle est alors votre position? Parce que quand on suit le développement que vous faites, je suis tenté de dire si c'est exact, mais vraiment pour des responsables que vous êtes, dire que vous représentez aussi des structures, on ne peut que faire foi à ce que vous dites. Alors, quelle est finalement votre position par rapport à ces données? Les forfaits, lorsque nous en avons eu vent, on s'est dit, bon, comme c'est annuel et comme aussi il faut un peu se sacrifier, on va le demander davantage aux enseignants, mais là, c'est dit qu'on vous demande de patienter encore 3 ans, soit à la fin du régime, comme pour vous donner raison, vous qui pensez que devenir candidat, devenir président, le candidat d'hier a oublié ses engagements. Mais lui, il a dit, il tient ses paroles et il tiendra ses paroles. Là, vous êtes au niveau ministériel, peut-être vous allez après avoir une rencontre avec le chef de l'État lui-même ou une rencontre plus élargie. Il ne faut pas perdre espoir. Mais quelle est déjà votre position par rapport à la situation actuelle? Notre position, c'est connu. Nous sommes en grève. Et lorsque... Non, mais ça, c'est la mesure extrême. La mesure extrême. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez encore concéder face à cet exposé qui est fait? Ou vous ne concédez plus rien? Bon, pour nous, l'État fera des propositions plus sérieuses. Et ces propositions-là seront entendues. Ce qu'il dit là, ce n'est pas encore entendu. Nous n'avons rien entendu encore. Donc, est-ce qu'il a déjà... Qu'est-ce que nous allons faire tout de suite? Quelle position adopter? Il n'y a rien à adopter. Le débrayage continue. Simplement. Continue. Et la base est armée. La base ne démord pas. Et la base nous met en garde pour dire nous n'allons plus revenir faire des grèves parce que ça dérange tout le monde. Les grèves PLE ne sont pas bonnes pour le système éducatif, M. Jouet. Donc vous êtes en grève pour l'être une fois pour toutes. Pour toutes, pas pour toutes, mais tout de suite que le système ait un repos tout au moins de 5 années. 5 années sans grève dans le système éducatif, il y aura régénération. Pourquoi demander un moratoire en proposant 4 000 francs par an? On demande un moratoire de 2 à 3 ans. Le danger est que dans 2 ans, 3 ans, nous allons revenir pour dire nous voulons faire encore grève. Vraiment, le système souffre.
si le président n'a pas encore compris que le système éducatif est à terre et que tout de suite ces mesures sont des mesures incitatives pour donner la qualité qu'il faut, pour permettre à l'enseignant de dispenser son cours dans de bonnes conditions, monsieur le journaliste, nous ne sommes pas encore prêts. Nous allons passer bientôt à la reprise s'il continue de nous jeter ces propositions à la figure à 5 jours de grève. Parce qu'il brandit la menace de défalcation. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais vous avez tout de même, et régulièrement, vos salaires. Nos salaires, je ne comprends pas. Vous demandez qu'on ne nous paye pas? Non, je ne demande pas ça, mais qu'il n'y a pas de problème. Pour un État qui dit avoir des problèmes, mais qui quand même, ça c'est le chef qui l'a dit, vous l'avez suivi, mais qui quand même se bat, pieds et mains, pour pouvoir répondre à ce besoin fondamental. Je vais te dire ce que le chef a dit. Le chef nous a dit, ou a dit à nos généraux, que lui cherche de l'argent pour donner de l'eau. C'est pas que... Mais c'est indispensable. Qu'il cherche de l'argent pour donner de l'électricité, c'est indispensable. Mais si vous posez la question à la population de choisir entre l'eau ou l'école, si son enfant sera à la maison, il va boire de l'eau, ou bien son enfant sera à l'école, il ne va pas boire de l'eau. On va pas faire ce choix-là. Il vous dira que mon enfant soit dans les salles. Parce que les deux sont indispensables. L'éducation, d'abord, c'est le pilier. Et l'eau, ça fait partie des fonctions régaliennes de l'État. Moi, je ne sais pas pourquoi le chef de l'État est en train de brandir l'eau et l'électricité pour dire que la population, il est en train de chosifier même la population. Les gens lui ont fait confiance. Donne-nous de l'eau. L'eau, ça fait partie du minimum commun. Et l'éducation en priorité, je ne vois même pas cette comparaison. Monsieur le journaliste, la population a besoin de l'eau et au même moment, elle exige que les enfants soient dans les classes. Oui, je me retourne vers Emman Possou. C'est quoi la position du Front par rapport à cette situation qui, bon, ma foi, est un peu embarrassante, si les données sont exactes telles que vous les présentez? Oui, j'avais oublié de présenter aussi la prime de commodité vestimentaire. Vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, le ministre de l'enseignement secondaire a pris une note de service pour demander à ses enseignants de bien s'habiller. Tout à fait. Alors, par rapport à ça, dans les propositions qui ont été faites, de forfait qui ont été faites, il a souhaité, il a été décidé que les enseignants de la catégorie A soient à 16 000 francs par an pour s'habiller, donc la catégorie B à 11 000 francs par an et la catégorie C à 6 000 francs par an. Donc, avec 6 000 francs par an, un enseignant peut s'habiller toute une année. Donc voilà ce qui a été décidé. Alors moi, je dois vous dire que vous avez parlé tout à l'heure de salaire, tout ça là, mais nous avons des enseignants, une grande majorité, et qui étaient à 33 000 francs de salaire, d'accord, donc d'avance sur salaire. Et en novembre passé, ces salaires-là ont été suspendus, donc ceux-là n'ont plus de salaire. Il y a des enseignants qui sont en train d'attendre leur changement de salaire parce qu'ils ont fait leur formation professionnelle, ils ont terminé depuis 2012, 2013, 2014, donc ils attendent leur changement de salaire, ils attendent des rappels pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Mais jusque-là, tout a été bloqué au niveau du ministère des Finances. Nous ne savons pas ce qu'on fait avec l'argent. Donc, tout a été bloqué au niveau du ministère des Finances. Les enseignants n'ont pas leur salaire. Nous avons parlé de l'indexation des salaires, ce qui est tout à fait normal parce que la loi d'orientation de l'éducation nationale de 2003 a bien spécifié que l'éducation est la première priorité de l'État. Donc, la priorité des priorités pour un gouvernement. Et le Forum national, le Forum de 2007 a encore précisé que nécessairement, la fonction enseignante doit être reconnue à sa juste valeur. Et ce forum-là a décidé d'un certain nombre de choses. C'est ce forum-là même qui a parlé de l'indexation des salaires des enseignants et a dit que pour les enseignants du Bénin, que le salaire, c'est-à-dire qu'on devait appliquer un coefficient supérieur à 1,5 pour pouvoir traiter le salaire des enseignants. C'est ce que le forum a réclamé depuis 2007. Nous sommes aujourd'hui en 2018, donc 11 ans après. Il est tout à fait normal que les enseignants, au-delà des projets d'arrêté dont on parle et qui ne consacrent que des allocations, que des primes qui n'accompagnent pas la retraite, il est alors normal que ces enseignants réclament l'indexation de leur salaire et cette question est transversale pour tous les mouvements qui sont en cours. Mais le gouvernement ne vous l'a jamais dénié ce droit. Mais le gouvernement demande juste que vous lui accordez un peu de temps. Mais dis donc, vous savez, depuis que le gouvernement est venu, nous avons été des observateurs.
Nous avons dit, bon, il faut laisser un peu de temps au gouvernement, le temps de pouvoir gérer certaines choses, mener ces réformes pour que enfin les choses puissent commencer. Ça fait déjà 2 ans que nous avons espéré, que nous avons attendu. Et en début de cette année scolaire, nous devrions même boycotter la rentrée. Nous devons même boycotter la rentrée scolaire. Mais on s'est dit non, on commence d'abord, peut-être que dans les 3 mois qui vont suivre, le gouvernement va essayer de faire quelque chose. Mais jusque-là, ça n'a pas été le cas. Donc nous avons déjà fait, ça fait 2 ans. Bientôt, en avril, là, ça va faire 2 ans qu'ils ont pris le pouvoir. Mais 2 ans après, on ne voit rien. Or, ce même chef d'État que nous avons rencontré à Bénin Marina Hotel, alors qu'il était candidat, a bien déploré la situation dans laquelle l'enseignant vit aujourd'hui. Et a dit, dès que je serai élu président de la République, vraiment, je vais rendre le métier d'enseignant vraiment attractif. Et donc, les anciens ne vont plus souffrir. Il a même dit que vraiment ce que nous a proposé dans ce décret n'était pas... Voilà, c'est que c'était un chiffon. Et que vraiment, lui, quand il serait là, il allait en faire une loi et que les choses seraient bien revues. Mais malheureusement, 2 ans après, nous sommes toujours au statu quo. 2 ans pas après, parce que les moyens n'existent pas. Au statu quo. Ah, pas parce que les moyens n'existent pas. Non, pas parce que les moyens n'existent pas. Quelle preuve en avez-vous? Mais les moyens existent, chers journalistes, les moyens existent. Vous savez... On nous a dit la fois passée que c'est parce que le budget est déjà en exécution qu'on ne peut pas satisfaire les enseignants maintenant. Voilà. Alors que j'ai des arrêtés devant moi ici. Le premier a été signé le 19 avril 2016. C'est-à-dire qu'ils ont pris fonction le 6 avril. Et déjà au 19 avril 2016, le ministre de l'économie et des finances signe un arrêté et dont le sommaire est engagement en dépassement de crédit sur la rubrique budgétaire intitulée. Alors, et c'est de 12 milliards 490 millions 280 980 francs CFA. Et ça, c'est pour faire face aux opérations de grainage de coton et à l'apurement de la dette de la SONAPRA vis-à-vis de la SODECO. Ça, c'est un premier arrêté. Un autre arrêté qui en met déjà, parlait dans la même rubrique, parlait de 1 milliard 174 millions 913 263 francs CFA. Ça, c'est pour la société DFA. Et un dernier arrêté signé en juillet. En juillet, le budget était toujours en exécution. Ça, c'était de 4 milliards 304 millions 492 416 francs CFA. Donc voilà des montants qui ont été décaissés, d'accord, toujours en 2016, toujours en 2016, pendant que le budget était déjà en exécution. Je vais vous laisser ces documents-là à la fin de l'émission. Donc c'est la preuve que même si un budget est en exécution, cela n'empêche pas de régler les problèmes qu'il y a. Décidément. Voilà. Et je dis que en ce moment, ils étaient venus, c'était quelques jours après leur prise de service, ils n'avaient encore rien fait. Ils avaient trouvé de l'argent dans les caisses de l'État et voilà. Ah non, ne dites pas qu'ils avaient trouvé de l'argent dans la caisse de l'État. Mais c'était là parce qu'ils n'avaient pas encore produit. Alors s'ils ont décaissé tous ces milliards-là pour mettre dans une filière donnée, ça devrait générer des profits parce que c'est un bon opérateur économique qui est là, c'est un bon chef d'entreprise. Donc après avoir géré tous ces sous-là, ce n'est que quelques exemples que je vous ai donnés. Donc après il y a d'autres exemples. Je veux parler par exemple du décret signé en décembre passé. Pendant qu'on enlevait les 33 000 francs, que les communautés prenaient, c'est-à-dire certaines communautés prenaient, jusqu'alors, depuis 10 ans, on a suspendu, le ministre des Finances a pris un arrêté pour suspendre ces 33 000 francs-là. Et dans le même temps, un décret a été signé qui met les directeurs de cabinet à 2 300 000 francs de salaire. Vous en avez copie? On en a copie aussi. Je peux vous fournir cette copie-là, c'est dans mon sac. Je vais vous fournir cette copie-là. Parce que je sais que ça, là, c'est courant, tout le monde en parle. Donc, 2 300 000 francs pour des gens qui ont déjà tout fini, donc qui sont déjà à la retraite pratiquement. Bon, qui sont déjà à la retraite depuis, on met leur salaire à 2 300 000 francs, leurs adjoints à 2 200 000 francs, on met les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints 1 700 000, 1 600 000 francs. Pendant ce temps, on suspend les 33 000 francs que ceux qui sont à compte des enfants, ce qu'eux, ils prennent. Le préfet qui a été reversé comme nous, est à 5 millions de salaire, ça là, c'est connu de tout le monde. Alors, lorsque le préfet est à 5 millions de salaire, ne me dites pas que son ministre est à moins de 5 millions. Ne me dites pas que lorsque le préfet est à 5 millions de salaire, son ministre de tutelle est à moins de 5 millions de francs. Donc, qu'on ne nous fasse pas croire que les ministres ne sont pas à 8 millions et à 16 millions. Nous avons aussi des preuves. Monsieur le journaliste. Décidément, mais la question de l'indexation, c'est vrai, vous sortez tellement d'éléments à vraiment mettre un peu en difficulté, mais tout de même, c'est aussi la parole du chef et la vôtre. Et face à une situation qui tend au pourrissement, il faut pouvoir couper la poire en deux. Est-ce qu'il ne serait pas quand même plus sage, même si sur beaucoup de plans, vous avez visiblement raison, plus sage de régler d'abord le problème des arrêtés, et ensuite la question de l'indexation. Là, vous allez étouffer le régime.
Non, si c'est vraiment des patriotes qui sont en train de manifester. Bon, je ne sais pas si ceux qui manifestent ne sont pas de nationalité béninoise. Je ne sais pas s'ils ne sont pas des travailleurs béninois. Monsieur le journaliste, c'est pour vous dire la mauvaise foi du gouvernement. L'année passée... Mauvaise foi? Oui, la mauvaise foi. Ce n'est pas vous qui êtes de mauvaise foi? Non, le gouvernement. L'année écoulée, nous avons fait une grève dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. La FESEN-CSTB, avec, sinon les deux fédérations, avec le Front, nous étions en grève pour réclamer l'application des arrêtés du statut. Le ministre d'alors, le ministre Lucien Kokou, nous disait suspendez la grève. Il a donné nous un moratoire de 3 mois. Le moratoire devait expirer en août. Nous lui avons concédé même les vacances pour dire que comme nous sommes déjà en vacances, mais à la reprise, que quelque chose soit fait dans ce sens. Silence radio. Le gouvernement a proposé un budget qu'on veut envoyer à l'Assemblée. Le gouvernement n'a pas proposé une ligne concernant l'amélioration des performances de l'éducation nationale. C'est vrai, on nous parlera des cantines scolaires, mais il faut un savoir. Sans les cantines, les élèves mangeaient, les apprenants mangeaient, et je dirais même à leur fin, parce que les parents donnent le repas suivant leur capacité. Le gouvernement n'a rien proposé. Nous sommes venus en janvier, il a fait voter son budget, malgré qu'en octobre, on avait menacé, sinon en septembre, on avait menacé de ne pas commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons en grève. Le gouvernement a dit qu'il n'y a rien prévu. C'est normal qu'il ne prévoie rien. Parce que pourquoi c'est normal? Parce que le système éducatif n'est pas sa priorité. Nous sommes là pour lui dire qu'il faut d'abord éduquer les enfants. Si vous construisez des ponts, il faut éduquer les enfants. Ils sauront comment utiliser le pont. Si vous construisez des infrastructures publiques, éduquez d'abord les enfants. C'est la toute première, c'est la toute priorité de tout gouvernement qui sait ce qu'on appelle l'éducation de base. Après ce manquement que vous venez de dénoncer, on se rappelle, ça fait un peu de bruit, qu'il y ait des moments d'épreuve avec les autorités et qu'il y ait un budget d'initié qui n'est pas réservé, ne serait-ce une portion congrue à l'éducation. Beaucoup s'en étaient offusqués. Mais est-ce qu'après, vous en avez discuté pour aider le gouvernement qui a aussi plusieurs priorités, de revenir et de se rattraper? Parce que c'est là, beaucoup ne comprennent pas. Ce à quoi servent souvent ces rencontres qui sont quand même très relayées. Et parfois même, on voit sortir le sourire aux lèvres. Mais quelques jours après, vous dites, vous avez rencontré la base. Et là, on se demande si c'est vous qui jouez au cache-cache ou le problème, ça cloche finalement où? Bon, avant de venir, je voudrais d'abord signifier que les politiques ont un comportement. Lorsqu'ils vous reçoivent et font des propositions, il suffit de les croire, ils ne font plus rien. C'est le danger. Lorsque les gens sortent de la négociation, c'est ce qu'on montre au public que le public regarde. Le président savait que lorsqu'il rencontrait les secrétaires généraux, lui-même l'a dit que ce n'est pas pour régler le problème. Donc, il est venu expliquer sa vision et pendant 5 heures d'horloge, les gens ont expliqué ce qu'il faut au gouvernement, mais le gouvernement a montré au public ce qui l'arrange. Ça, je n'ai pas compris. Oui, le gouvernement a montré à la population, relayée par les chaînes, ce qui l'arrange. Parce qu'une discussion de 5 heures d'horloge n'est pas présentée dans les médias pendant 5 heures d'horloge. On devrait nous présenter le tout et les gens allaient apprécier. Donc, il paraît que ça a été fait pour ne pas ennuyer le téléspectateur. Jamais. Les gens veulent tout regarder. Il n'y a pas d'ennui. Mais dans ce qui n'a pas été montré, vous pensez qu'il y avait des choses plus importantes que ce qui a été montré? Mon secrétaire général de la CTB, M. Kassa Mampo, l'a martelé. Il l'a dit, il a dit, mais SG, je vous ai méconnu. Il a dit non. Est-ce qu'ils ont montré c'est-à-dire la rencontre avec le chef de l'État pendant 5 heures? Nous avons dit non. Il a dit c'est un traitement qui a été fait. Le président pouvait ouvrir ça à toutes les presses et les presses en feront le traitement voulu. Mais le président n'a pas fait cela. C'est les caméramans voulus ou la communication du palais qui a géré, coupé ce qu'on pouvait couper, ce qu'on pouvait montrer au public. C'est pour dire que ce n'est pas retransmis
telles quelles les négociations. Là où le président a suffisamment communiqué, c'est montré, ce n'est pas un problème pour nous. Nous l'avons compris, il est dans sa logique de communiquer. Mais la population nous comprend. Contrairement à ce que le chef d'État pensait, en montrant ces partis qu'il arrange, la population nous comprend et elle nous dit, finissez une fois pour toutes. Nous rencontrons les parents dans la rue, les parents nous disent, si on était à vos places, commencez pendant la rentrée, c'est-à-dire juste à la rentrée, pour nous dire qu'il n'y a pas encore rentré, et lorsque vous allez finir, vous commencez les cours, et on est sûr que les enfants suivront les cours jusqu'en fin d'année. Donc les parents ne veulent plus qu'on commence des grèves en cours d'année. C'est pour dire qu'on a le soutien de la population. Et ils nous disent, finissez une fois pour toutes et reprenez les classes pour le bonheur des apprenants. En tout cas, mauvaise foi, dites-vous, du gouvernement, le gouvernement dit de même de vous. Finalement, dans un jeu de ping-pong, vraiment embrouillé à la limite les parents d'élèves. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, on aurait pu recevoir pour vous l'un des cadres du ministère. Nos tentatives n'ont pas pu prospérer, mais demain sera sans doute le meilleur. On espère quand même. La disponibilité est très attendue pour clarifier, si possible, une fois pour toutes, cette situation. Je reviens vers vous. Lorsque vous en êtes dans cette situation de confusion à la limite ou de part et d'autre, vous renvoyez les responsabilités de la bonne foi, qu'est-ce qui pourrait être alors fait pour qu'au finish, on se retrouve dans une situation moins confuse et heureuse, surtout pour la petite enfance? Merci beaucoup. Je crois que il est temps que le gouvernement tienne un langage de vérité face aux travailleurs, face aux enseignants que nous sommes. Vous tenez toujours à ces expressions. Oui, langage de vérité. non, je tiens à ça parce que cela vient même du président de la fédération des associations des parents d'élèves. Ah bon? Oui. Qui demande à ce que l'État tienne un langage de vérité. Oui, que l'État tienne un langage de vérité et finalement dise aux enseignants ce qu'il est en mesure de faire à court, moyen et long terme. Le président de la FENAPEB, M. Azon Epifan, est tombé des nues la dernière fois quand le point avait été fait au ministère de l'enseignement secondaire. Et quand nous avons apporté les clarifications, il disait mais c'était pas possible. Lui croyait même que c'était mensuellement 26 000 francs. Mais quand il a appris que c'est annuellement, ça dit que vraiment ça avait dépassé. Je dois vous dire que pour le passage de la CNSS au FNRB, moi, on m'a prélevé 9 194 francs. Et en remplacement de ce qu'on m'a prélevé, je n'ai pas choisi d'être à la CNSS au début. Je n'ai pas souhaité, je n'ai pas voulu qu'on m'amène au FNRB. Mais on m'a prélevé, sans me consulter, 9 194 francs de mon salaire. Maintenant, vous vous en offusquez? Mais dis donc, ça c'est encore un autre volet. C'est pour votre bonheur? Non, pas du tout pour votre bonheur. Pour le moment, c'est dans nos revendications. C'est la quatrième préoccupation de la motion de grève du front, le transfert des cotisations des ACE, de la CNSS au FNRB, parce que ça, c'est encore une mafia. C'est une mafia, vous cotisez tout le temps à la CNSS, mais pour vous reverser en APE, c'est-à-dire que vous perdez des droits et on ne sait pas où est-ce que cet argent va. Ça, il paraît que c'est avant. Aujourd'hui, on est à l'ère des réformes et plus jamais vous n'aurez à vivre de ces moments d'épreuve. Chers amis, actuellement, nos collègues sont en train de rembourser des millions, des centaines de mille pour d'autres. Parce que pour la validation du service hôtelier, pour le simple fait qu'ils sont passés d'une caisse à l'autre. Or, il devait y avoir compensation entre les deux caisses. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Les gens nous disent, bon, pour payer compensation, parce que les caisses de la CNSS débordent 2 milliards pendant que celles du FNRB sont déficitaires. Et là, on a dit il faut reverser les fonds que les gens ont cotisés au niveau de la CNSS au FNRB. Maintenant, on nous dit non, tout ce que vous aviez perçu, on avait cotisé depuis qu'on est entré en fonction, mais tout ce qu'on avait perçu comme allocation familiale, on nous dit on doit rembourser d'abord avant d'être pris en compte par l'autre caisse. Et si ce n'est pas le cas, nous sommes obligés de reverser directement à cette caisse-là qui est le FNRB. Donc, en réalité, il y a un problème qui se pose, il y a un problème de bonne foi qui se pose au niveau de ce gouvernement-là. Donc, ce que nous souhaitons,
Ce que nous souhaitons vraiment, c'est que le gouvernement tienne un langage de vérité. Vous ne pouvez pas mettre sur pied une commission qui finit de travailler. Vous ne présentez pas les résultats de cette commission aux gens et vous mettez ça de côté, vous proposez autre chose. Ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. C'est ce que tous les collègues sont en train de dénoncer aujourd'hui sur le terrain et ils nous demandent vraiment de faire l'essentiel. Et nous avons dit, l'indexation est une chose capitale. Parce que avec l'indexation, il n'y aura pas de disparité. Quand on fait l'indexation des salaires, comme prévu par le Forum sur l'éducation de 2007, ça dit que tous les enseignants sont concernés sans exception. Il n'y a pas de catégorie, on ne dira pas, bon, ceux-ci là, c'est les inspecteurs, ceux-ci là, c'est les CP, ceux-ci là, c'est les instituteurs. Il n'y a pas ça. Et quand on vous fait l'indexation, ça vous suit à la retraite. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. À l'appel au langage de vérité, à la démarche de bonne foi, le gouvernement ne cesse aussi de l'agiter et de vous le demander. Vous avez suivi plus d'un et dépassé par, rapportant l'expression de confrères, votre entêtement, l'entêtement des enseignants. Aujourd'hui, l'exécutif se trouve contraint pour que le mal ne gagne pas d'autres secteurs à procéder aux défalcations. Alors, dans cette situation, vous n'allez pas annoncer encore d'ici le ton, mais vous savez au moins que vous devrez vous y attendre. Qui ne travaille pas n'a pas droit au salaire. C'est ce que dit l'adage vulgairement. Très bien. C'est ce que dit l'adage. Nos contributions, nos drinks. Il faut contribuer pour espérer gagner. Nous sommes en grève. Le gouvernement sait que nous sommes en grève. Les travailleurs savent qu'ils sont en train de réclamer quelque chose que le gouvernement, je dirais, nous doit. Si le gouvernement estime ne pas appliquer l'article 25, qui stipule que lorsque les grèves concernent des droits acquis, lorsque c'est pour défendre les libertés, qu'il n'y aura pas de défalcation sur salaire. C'est sur la loi portant droit de grève en République du Bénin. Vous pensez que le gouvernement est en train de violer cet article en procédant de la sorte? Bon, pour nous, le gouvernement est en train de violer cet article ou cette loi portant droit de grève en République du Bénin. Mais nous attendons qu'il nous défalque parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu mon salaire pour savoir s'il a défalqué ou pas. Mais j'ai un ami du secteur de la santé, membre de ma centrale, c'est-à-dire la CSTB, qui nous a dit qu'il a constaté une défalcation de 75 000 francs. Nous pouvons faire foi à cela tout de suite. Nous attendons que de façon générale que les salaires tombent pour mieux apprécier. Le gouvernement va défalquer. Nous allons continuer par gréver en réclamant l'application des dispositions du statut particulier. C'est tout. Et à un moment donné, le gouvernement va constater qu'en appliquant les statuts particuliers, les dispositions de l'article, c'est-à-dire les arrêtés d'application, qu'il va nous retrocéder encore ce qu'il a défalqué. Oh non, encore sous la défalcation, votre vis-à-vis semble dire, sinon il a affirmé, le gouvernement, s'il passait à l'acte, parce que lui, il ne l'a pas encore constaté, serait en violation, une fois encore, des textes de loi. En effet, est-ce que vous n'êtes pas dans la manipulation en parlant ainsi? Non, pas du tout, parce que au terme des dispositions de la loi du 21 juin 2002 portant le titre du droit de grève en République du Bénin, il a été clairement notifié à l'article 25 que les grèves qui ont pour motif les revendications qui concernent les droits acquis ou les questions de liberté ne donnent droit à aucune défalcation. Donc, c'est une arme que les gouvernants successifs, que les gouvernements successifs ont toujours brandi pour décourager les enseignants. C'est-à-dire que depuis le gouvernement de Kérékou, de Yahi, etc. Vous n'êtes pas découragé? Non, pas du tout. C'est-à-dire ça nous aide même parce que nous savons qu'à la fin, ce serait rétrocédé. On le fait pour agir sur les plus faibles, mais cette fois-ci, notre base est devenue assez forte et les défalcations constituent même une source de motivation pour fermer hermétiquement les portes des établissements. Donc cela ne peut plus avoir d'effet sur le moral des enseignants aujourd'hui. On s'y est déjà apprêté et au cours des assemblées générales, depuis le début de la grève, nous les avons déjà informés pour dire à un moment donné, le gouvernement va vouloir vous décourager en procédant aux défalcations sur salaire. Mais nous sommes certains, comme les droits que nous défendons sont des droits purement acquis, nous sommes conscients que d'un moment à l'autre, comme les autres gouvernements l'ont fait, ils vont rétrocéder à la fin. Et ce n'est pas le gouvernement du président Talon qui va échapper à cela. Quelques minutes, et ce sera la fin de cette émission, mais dites,
Je suis sûr que derrière toute cette fronde qu'on observe ça et là, il y aurait des acteurs politiques qui, dans l'ombre, vous motiveraient à poser l'acte que vous posez là, donc contre la République. Je vous remercie beaucoup. Tout ça, c'est des manipulations du gouvernement parce Non, que non, nous, ne on a déjà interdit aux politiciens de mettre pied à la bourse du travail. La bourse du travail ne saurait être un refuge des politiciens. D'accord? Donc, chez nous, vous pouvez chercher. Notre grève est purement corporatiste et nous ne défendons que les intérêts des travailleurs, donc des enseignants. Vous Voilà. confessez, n'est-ce pas vous qui êtes dans la manipulation? Vous sortez des mots, franchement. Bon, un peu de sérieux. L'enseignant, c'est d'abord Non, ça, de non. la franchise. C'est d'abord celui qui a l'équité dans cette république, ce sont les enseignants. Après, nous allons trouver les médecins. Ah bon? L'équité, oui, l'équité, c'est en milieu scolaire. Avec quel baromètre? Bon, tu le sais, parce que tu as été élève et tu sais ce que la qualité que tu appréciais, c'est ton maître du primaire, à voir les professeurs du secondaire. Quand moi-même je rencontre mon maître du primaire, je cours pour le soulever parce qu'il était pour nous un modèle. Et lorsque le professeur, le maître parle, le maître est tout pour nous. Donc nous avons hérité cela de nos maîtres et nous ne sommes pas allés à l'école normale. Nous sommes formés sur la Donc, législation vous n'êtes scolaire. pas manipulé. Nous ne sommes pas manipulés, monsieur le journaliste. C'est pour dire que ce gouvernement, avant d'être là, en l'occurrence le président de la République, avait pris le temps de manipuler sous le président Yahi. Et aujourd'hui, nous réclamons un droit acquis et il dit qu'on est manipulé. C'est dommage que le président du pouvoir, que le pouvoir du président Talon en arrive là, parce que pour nous, c'était lui qui allait faire l'affaire de cette République. Mais c'est dommage qu'il se verse dans ces considérations de basse classe parce que nous ne sommes pas là. Ah oui, la situation elle est de plus en plus critique et le risque d'une année blanche, ça hante de plus en plus les parents. Eman Possou. Oui, je crois que pour une fois, personne ne le souhaite, mais pour une fois, si nous sommes obligés, nous y irons, comme je l'ai dit la dernière fois sur une Là aussi? chaîne. Oui, parce que il faut éviter que chaque année les enseignants fassent grève. Il faut que pour une fois pour de bon, il faut crever l'abcès une fois pour de bon pour que nous puissions être en paix pendant 3, 4, 5 ans sans plus qu'on ne parle de grève. Et pour ça, nous avons proposé des solutions au gouvernement. Nous avons dit nous ne voulons pas tout de suite. Signer le décret, les arrêtés d'application de nos statuts particuliers. Dites-nous ce que vous êtes en mesure de payer maintenant. Dites-nous ce que vous êtes en mesure de nous payer demain et ce que vous êtes en mesure de nous payer après-demain. Non, les arrêtés même donnent déjà les dates d'application. Nous pouvons pas prendre d'arrêté pour nous dire que nous voulons tout avoir tout de suite. Non, dans les arrêtés, c'est spécifique. Nous pouvons faire des concessions. Nous pouvons faire des concessions, signer nos arrêtés d'application du statut particulier. Parce que, je vous rappelle, c'est depuis le 21 novembre 2015 que le décret a été pris. Les enseignants ont attendu 2 ans. D'abord, avant de commencer par réclamer. Or, quand on signe pour les autres, ça s'applique automatiquement. On l'a fait pour le supérieur, ça s'est appliqué automatiquement. On l'a fait récemment pour les magistrats, ça s'est appliqué automatiquement. Et ces 2 décrets dont je vous parle, ça a été suivi immédiatement de l'indexation. Oui, vous voudriez ajouter, Jean, sur la question? Bon, surtout l'indexation et tout de suite. Et tout de suite, quant au risque de l'année blanche? L'année blanche, est-ce que nous le voulons? Nous ne voulons pas d'une année blanche. Mais si le gouvernement, dans son entêtement, conduit la population à constater que les enfants vont reprendre la même classe, ça fait... Qu'êtes-vous en mesure de faire pour pouvoir sauver les meublés, si ça va être votre mot de la fin? Nous n'attendons même plus un engagement de bonne foi de la part du gouvernement dans les promesses. Tout de suite, le gouvernement prend les arrêtés d'application et nous, dans les propositions d'engagement, il y aura des gels. Merci à vous, Eman, par ici. Oui, votre mot de la fin avant de... Oui. J'aimerais demander au chef de l'État de prendre les choses en main. Parce que les ministres qu'il envoie dans la grande commission de négociation n'ont pas un pouvoir de décision. La grande décision lui revient. C'est pourquoi je souhaite qu'il rencontre le Front d'action des syndicats de l'éducation afin que nous puissions lui faire des propositions qui vont le sortir de cette affaire. Merci à vous, Raymond Possou. Merci également à vous, Jean-Eudes Tomawa. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir une fois encore tenu compagnie. 100% BD pour le numéro 12, bientôt du passé. Cette célèbre citation de Patrick Lagadec pour y mettre définitivement un terme. Je cite, « Les crises de demain sont souvent le refus des questions d'aujourd'hui. » Bonne suite de méditation chez vous
Et à demain pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec le même entrain. À très vite.